Bonjour à tous, je ne sais même pas par où commencer car c'est de la folie, mais voici. Je suis Max, 28 ans, et j'ai un groupe d'amis avec qui je suis très proche depuis l'université. L'un de mes meilleurs amis du groupe est Jack. Nous avons été colocataires pendant quelques années, donc il est pratiquement de la famille. J'ai assez bien connu la famille de Jack au fil des ans, ses parents et surtout sa sœur cadette, Rachel. Rachel a toujours été présente. Elle n'a que quelques années de moins que nous, mais nous n'avons jamais vraiment connecté. C'était comme une petite sœur distante, toujours à l'écart, elle se joignait parfois à nous pour les fêtes, mais nous n'avions jamais eu plus qu'une petite conversation de temps en temps. Cependant, il y a quelques semaines, tout a changé de la manière la plus étrange possible. Je me détendais à la maison un dimanche après-midi, regardant des rediffusions, quand Jack m'a envoyé un SMS sans raison. Son message était court et un peu cryptique, et « On peut parler ?» Maintenant. J'étais confus. Nous sommes le genre d'amis qui s'envoient des mèmes et se taquinent, donc un message sérieux était assez inhabituel. Je l'ai rappelé, pensant qu'il avait peut-être besoin d'aide pour déménager ou réparer quelque chose chez lui. Il a répondu, et je l'ai immédiatement remarqué dans sa voix, quelque chose n'allait pas. Il y avait un étrange mélange de colère et de tension dans son ton, et il ne s'est pas embêté avec les salutations habituelles. Max, écoute, toi et Rachel, il y a quelque chose entre vous deux. La question m'a frappé comme une brique. En fait, j'ai ri, pensant qu'il plaisantait, mais il n'a pas ri. Quoi? Non. Bien sûr que non. Pourquoi penserais-tu ça? Ai-je répondu, vraiment déconcerté. Jack a soupiré profondément, presque comme s'il était déçu. Puis il a lâché la bombe. Rachel dit qu'elle est enceinte, et elle dit que tu es le père. Pendant une seconde, j'ai pensé que je ne l'avais pas bien entendu. Mon esprit s'est figé et j'ai eu du mal à traiter ces paroles. Rachel, enceinte? Et elle pense que je suis le père? Ça n'avait aucun sens. Nous n'avons jamais été ensemble, même pas près. Mais avant que je puisse commencer à m'expliquer, Jack m'a interrompu, elle dit qu'ils ont été ensemble à la fête du Nouvel An. Elle a dit que c'était une erreur d'ivrogne, mais maintenant qu'elle est enceinte, elle est sûre que c'était toi, Max. J'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Est-ce vrai? J'étais stupéfait. Mon esprit est revenu à cette fête du Nouvel An, dont il parlait. Oui, j'y étais, et Rachel aussi, mais je ne me souviens pas avoir été seule avec elle, et encore moins avoir fait quelque chose qui ressemble à ce dont elle m'accuse. J'ai essayé de lui expliquer, mais il semblait sceptique, comme s'il avait déjà entendu sa version et avait tendance à la croire. Mec, je te le jure, il ne s'est rien passé entre Rachel et moi ce soir-là, ni aucun autre soir, lui ai-je dit. Je ne sais pas pourquoi elle dirait ça. Jack est resté silencieux de l'autre côté. Je pouvais sentir le poids de son incrédulité me peser. Finalement, il a soupiré à nouveau, semblant plus vaincu que fâché. Elle ne veut pas faire de test de paternité, Max. Elle dit qu'elle sait que c'était toi et qu'elle ne veut pas de drame. Mais si c'est vrai, tu devras faire un pas en avant, mec. À ce moment-là, ma frustration a atteint son point d'ébullition. Elle refusait un test de paternité? C'était la seule chose qui pouvait éclaircir tout cela complètement, et elle ne le voulait pas. J'ai essayé de rester calme, mais je n'ai pas pu m'empêcher de demander, pourquoi refuserait-elle un test de paternité si elle est si sûre que c'est le mien? Jack, ça n'a aucun sens. Jack a admis qu'il ne comprenait pas non plus, mais il a insisté sur le fait qu'il croyait Rachel. Elle n'inventerait pas ça, a-t-il dit. Ce n'est pas quelque chose sur lequel elle mentirait. J'ai raccroché, toujours sonné. C'était tellement inattendu, et le fait que Jack semble le croire empirait tout. J'avais l'impression que toute ma vie avait basculé en une seule conversation. Pendant les jours suivants, j'y ai continué à penser, m'obstinant sur les détails. Je n'avais même pas bu autant à la fête du Nouvel An. Je me souvenais de presque tout de cette soirée, et Rachel et moi n'avions même pas eu une vraie conversation, et encore moins, eh bien, vous savez. Une semaine plus tard, j'ai décidé que ça suffisait. J'avais besoin de réponses, et si Rachel n'acceptait pas un test de paternité, au moins je le confirmerais directement avec elle. Je l'ai appelée, espérant qu'elle serait prête à se rencontrer et à parler de cela. Elle a accepté, mais j'ai réalisé qu'elle hésitait,
presque comme si elle avait peur. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de son appartement, et dès qu'elle est entrée, j'ai senti une tension accablante dans l'air. Elle semblait nerveuse, les yeux regardant partout comme si elle ne voulait pas que personne nous voie ensemble. Lorsqu'elle s'est assise, elle m'a à peine regardée. Rachel, je veux juste arriver à la vérité, ai-je commencé, essayant de garder un ton ferme. Jack m'a dit que tu dis que je suis le père de ton bébé, mais je ne comprends pas pourquoi tu dirais ça. Toi et moi savons que nous n'avons jamais couché ensemble. Le visage de Rachel est devenu rouge et elle a serré ses mains. Pendant un moment, j'ai pensé qu'elle pourrait avouer, peut-être admettre qu'il y avait une sorte d'erreur ou de malentendu. Mais au lieu de cela, elle s'est réaffirmée. C'est arrivé, Max, a-t-elle dit à voix basse. Tu ne t'en souviens probablement pas parce que tu étais ivre, mais c'est arrivé. Et je n'ai pas besoin de test pour le prouver. J'ai senti ma colère monter. C'était surréaliste. Je savais sans aucun doute qu'il ne s'était rien passé entre nous, mais elle était assise là, me regardant dans les yeux, insistant sur le fait que si. Rachel, je n'étais pas si ivre, ai-je dit, la voix commençant à trembler de frustration. Je me souviens de cette soirée, et je me souviens de ne pas avoir été seule avec toi à aucun moment. Ça n'a aucun sens. Pourquoi fais-tu ça? Son expression a changé, presque comme si elle était blessée, mais il y avait autre chose aussi, quelque chose que je n'ai pas pu déchiffrer. Elle n'a pas répondu à ma question. Au lieu de cela, elle est restée assise à regarder la table, comme si elle était sur le point de pleurer. Après un long et douloureux silence, elle a finalement levé les yeux. Je suis désolée, Max, mais c'est comme ça. Je ne veux pas de test. Je veux juste aller de l'avant. Elle s'est levée et est partie avant que je puisse répondre, me laissant assis là, me sentant plus confus et impuissant que jamais. C'était un cauchemar. Je ne m'étais jamais senti aussi acculé de ma vie, accusé de quelque chose que je savais que je n'avais pas fait, et la seule chose qui pouvait prouver mon innocence, un test de paternité, était quelque chose qu'elle refusait d'envisager. Les jours sont devenus des semaines, et les rumeurs ont commencé à se répandre. Les gens de notre groupe d'amis, les gens de mon travail, même des amis en commun sur les réseaux sociaux, tous ont commencé à entendre l'histoire. Et il n'a pas fallu longtemps avant que je commence à recevoir des messages de gens qui voulaient juste voir comment j'allais, ou savoir si j'allais bien. Tous voulaient savoir si les rumeurs étaient vraies, et quoi que je dise, il semblait que personne ne me croyait vraiment. Jack a aussi commencé à m'éviter. Il a cessé de répondre à mes messages, et si j'essayais de l'appeler, il m'envoyait directement à la messagerie vocale. C'était comme s'il avait déjà pris une décision à mon sujet, décidant que j'étais coupable sans même écouter ma version. Je me sentais complètement isolée, comme si toute ma vie s'effondrait pour quelque chose qui n'était même pas vrai. La seule chose que je voulais, c'était que ce cauchemar se termine, que Rachel admette la vérité, ou au moins qu'elle accepte un test qui pourrait tout résoudre une fois pour toutes. Puis, de nulle part, la mère de Rachel m'a contactée. Juste au moment où je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer, elles l'ont fait. Après que ma conversation avec Rachel n'ait mené nulle part, j'ai essayé de garder le silence de mon côté, espérant que cela serait oublié d'une manière ou d'une autre. Mais Rachel semblait déterminée à poursuivre l'histoire, et avant que je m'en rende compte, tout le monde dans ma vie avait entendu dire que j'étais soi-disant le père de son enfant. La partie la plus difficile? D'une manière ou d'une autre, même mes parents l'ont appris. Maintenant, quelques informations sur mes parents, ils sont vieux jeu. Mon père, Robert, est un marine à la retraite qui a une vision stricte et sensée de la vie. Honneur, intégrité, famille, ces mots sont pratiquement son code personnel. Ma mère, Linda, est le type classique de mère, très impliquée dans les activités communautaires, notamment dans notre église. Pour eux, la réputation familiale est tout. Ainsi, lorsqu'ils ont entendu les rumeurs sur la grossesse de Rachel, ils les ont prises au sérieux. Un soir, j'étais assis dans mon appartement, parcourant mon téléphone sans grand intérêt, lorsque j'ai reçu un appel de ma mère. J'ai hésité un instant, sachant exactement de quoi il s'agissait, mais je ne pouvais pas l'ignorer pour toujours. J'ai respiré profondément et j'ai répondu. Max, la voix de maman était calme, mais elle avait une touche d'acier, on doit parler. Bonjour, maman,
ai-je répondu, essayant de garder la voix ferme. On a entendu parler de Rachel, a-t-elle dit, faisant une pause pour donner de l'effet, et on s'inquiète de la façon dont tu gères les choses. C'est une responsabilité sérieuse, Max. Il y a un enfant impliqué. J'ai senti ma poitrine se serrer. Maman, tu te trompes. Je ne suis pas le père. Même pas, je veux dire, Rachel et moi n'avons jamais eu ce genre de relation. Elle se trompe, et elle refuse un test de paternité. Il y a eu un silence de l'autre côté, et puis la voix de mon père a interrompu. Apparemment, ils étaient tous les deux en haut-parleur tout le temps. Max, on t'a mieux élevé que ça, a dit papa. Tu ne nies pas ta responsabilité parce que c'est gênant. Si Rachel dit que c'est le tien, alors tu dois faire un pas en avant et être un homme. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Mes propres parents prenaient son parti sans hésiter. Papa, il ne s'agit pas de commodité. Je sais que je ne suis pas le père. Je suis prêt à faire un test pour le prouver, mais c'est Rachel qui refuse. Mon père a reniflé, et j'ai pratiquement pu voir l'air de déception sur son visage. Donc tu dis qu'elle ment ? Que cette fille inventerait quelque chose comme ça sans aucune raison, papa ? Oui, je dis ça. Je ne sais pas pourquoi elle fait ça, mais ce n'est pas vrai. J'ai essayé de lui parler, et elle ne m'écoute pas. Tout ce que je demande, c'est un test pour laver mon nom. Maman est intervenue, d'une voix douce mais ferme. Max, pense à ce que cela pourrait faire à notre famille. La communauté le sait. Les gens posent des questions. Tu dois faire ce qu'il faut et la soutenir, elle est le bébé. Je me suis senti pris au piège, acculé par mes propres parents. Ils étaient plus préoccupés par la communauté et leur réputation que par le fait que je disais la vérité ou non. J'ai essayé de m'expliquer à nouveau, mais j'avais l'impression de parler à un mur. Ils n'écoutaient tout simplement pas. Max, a dit papa finalement, ou tu prends la bonne décision, ou tu devras chercher ta propre voie dans la vie sans nous. On ne t'a pas élevé pour éviter tes responsabilités. Les mots m'ont frappé comme une gifle. Tu dis que tu me renieras si je ne vais pas de l'avant avec ça, même si je suis innocent. Tu n'agis pas comme un homme innocent, a-t-il répondu froidement. Un homme innocent ne se battrait pas autant contre le fait de faire ce qu'il faut. J'ai ressenti une douleur aiguë et brûlante dans ma poitrine, comme si le monde entier se retournait contre moi. J'ai essayé une dernière fois, la voix tremblante. Papa, tu me demandes d'assumer la responsabilité de quelque chose que je n'ai pas fait. Je ne peux pas simplement faire semblant que c'est vrai pour rendre les autres heureux. Ce n'est pas juste, pour moi. La vie n'est pas juste, Max, a-t-il dit sur ce ton sévère et familier qui avait l'habitude de me faire réagir quand j'étais enfant. Parfois, tu dois sacrifier ta propre bonheur pour le bien commun. L'enfant de Rachel est de la famille maintenant, que ça te plaise ou non. Ils ont terminé l'appel sans rien dire de plus, et je suis resté assis à regarder mon téléphone, me sentant comme si on m'avait donné un coup de poing dans l'estomac. Mes propres parents avaient choisi de croire Rachel plutôt que moi. Ils ne voulaient pas de preuves, ils ne voulaient pas envisager que leur fils pouvait dire la vérité. À leurs yeux, j'étais déjà coupable. Je ne savais pas comment gérer ce sentiment de trahison. J'avais toujours respecté mes parents, j'avais fait tout mon possible pour être à la hauteur de leurs attentes, mais maintenant, ils m'avaient renié pour un mensonge, pour une affirmation que je savais fausse mais que je ne pouvais pas prouver parce que Rachel refusait de faire le test. J'ai passé les jours suivants sonnés, essayant de savoir quoi faire. Puis, pour aggraver les choses, j'ai découvert qu'ils avaient parlé à Rachel dans mon dos. J'ai reçu un SMS de Jake de nulle part, me demandant si j'avais entendu dire que ma mère et mon père avaient rencontré Rachel pour l'aider avec certaines choses pour le bébé. Ils avaient même commencé à l'aider financièrement, tout ça dans mon dos. C'était comme s'ils m'avaient déjà remplacé par ce petit enfant fictif. Je les ai confrontés à ce sujet, mais ils ne l'ont pas nié. En fait, ils l'ont défendu. Elle a besoin de soutien en ce moment, Max, m'a dit maman au téléphone. Comme tu n'es pas disposé à faire un pas en avant, on fait ce qu'on peut pour s'assurer qu'elle et le bébé soient pris en charge. Mais vous êtes mes parents, ai-je dit, ressentant un désespoir que je ne pouvais pas cacher. Comment pouvez-vous prendre son parti comme ça ? Je suis votre fils. Vous ne vous souciez pas de ce que ça me fait ? La voix de maman était calme, presque froide. On se préoccupe de la famille,
Max, et ce bébé fait partie de cette famille maintenant. On ne tournera pas le dos à la famille juste parce que c'est gênant pour toi. J'ai senti comme si j'avais tout perdu en quelques semaines, mes parents, mon meilleur ami, ma réputation, tout était parti à cause d'un mensonge que je ne pouvais pas réfuter sans la coopération de Rachel. Des mois se sont écoulés depuis que mes parents m'ont tourné le dos pour la première fois. La grossesse de Rachel avait continué, et avec chaque semaine qui passait, les rumeurs et les accusations se sentaient plus lourdes. J'ai essayé d'aller de l'avant, en me concentrant sur le travail et en gardant mon esprit occupé, mais il n'y avait aucun moyen d'échapper au poids de la trahison de ma famille. Mes parents m'avaient mis de côté, Jack m'avait exclu et Rachel continuait à insister sur le mensonge. Je ne pouvais aller nulle part dans notre petit village sans voir quelqu'un qui connaissait l'histoire, quelqu'un qui avait entendu la version de Rachel et me jugeait sans hésiter. J'attendais toujours qu'une fois le bébé né, quelque chose change. Peut-être que Rachel accepterait enfin un test. Peut-être que la vérité éclaterait au grand jour et que les gens verraient la réalité de la situation. Jusqu'à là, cependant, j'étais pris au piège, seul et isolé de tous ceux sur qui je croyais pouvoir compter. Les mois se sont étirés, et finalement le jour est arrivé. J'ai reçu un SMS de Jack disant que Rachel avait donné naissance à un garçon. Voir ce message a suffi à ce que mon esprit s'emballe. C'était le moment. Avec le bébé né, peut-être que Rachel devrait faire face à la réalité. Je lui ai envoyé une réponse à Jack en lui demandant un test de paternité, mais il n'a pas répondu. Il semblait que personne ne voulait me donner la seule chose qui pouvait prouver que j'avais dit la vérité tout le temps. 2 jours après la naissance du bébé, j'ai reçu un appel de ma mère. Je n'avais pas eu de nouvelles d'elle ni de papa depuis notre dernière dispute il y a des mois, alors j'ai presque pas répondu. Mais la curiosité a pris le dessus. Allô, ai-je répondu, gardant un ton froid. Max, a-t-elle commencé, d'une voix étrange, presque hésitante, le bébé de Rachel est né il y a quelques jours. On voulait te le faire savoir. Tu es le bienvenu pour venir le voir, tu sais, faire connaissance avec le bébé. J'ai serré ma mâchoire, sentant la colère remonter à la surface. Maman, je te l'ai dit 1000 fois, je ne suis pas le père de ce bébé, et je ne vais pas venir le voir. Elle a soupiré, et j'ai presque pu entendre son incrédulité au téléphone. Tu vas nier ton propre fils, Max? Je ne comprends pas comment tu peux être aussi froid. Ce bébé est de la famille. J'ai éclaté. Maman, ce n'est pas mon fils. Et tu sais comment on pourrait éclaircir ça? Avec un test de paternité. Mais, apparemment, Rachel ne le veut toujours pas. Il y a eu un silence de l'autre côté pendant quelques secondes, et puis ma mère a parlé, d'une voix douce. En fait, maintenant, elle a accepté de faire le test. Je suis restée figée, traitant ses paroles. Après tout ce temps, Rachel était enfin prête à faire le test. L'incrédulité et le soulagement se sont mélangés dans une combinaison confuse d'émotions qui m'ont presque rendue malade. Quand, ai-je demandé, essayant de garder la voix ferme. Elle a dit qu'il le ferait demain. On voulait te prévenir, pour que tu sois préparé pour les résultats. On espère que tu accepteras la vérité, quelle qu'elle soit. L'ironie de sa déclaration m'a frappé comme un coup de poing. Ma propre mère me parlait comme si c'était moi qui avais besoin d'accepter la vérité. J'ai serré les dents, me forçant à garder mon calme. Bien. Fais-moi savoir quand tu auras les résultats, ai-je répondu, et j'ai raccroché sans dire au revoir. Les jours suivants ont été une torture. Mon esprit n'arrêtait pas de tourner autour de tous les « et si ». Bien qu'au fond, je savais qu'il n'y avait aucun moyen que ce bébé soit le mien, la peur d'une autre trahison me rongeait. Et si, d'une manière ou d'une autre, il trouvait le moyen de manipuler le test? Et si, même après les résultats, mes parents restaient du côté de Rachel? Finalement, une semaine plus tard, j'ai reçu un SMS de ma mère. Les résultats du test sont prêts. On peut parler? Je ne voulais pas les voir. Je ne voulais pas ouvrir cette porte après tout ce qu'ils avaient fait. Mais une partie de moi avait besoin d'entendre les mots, avait besoin de voir la vérité révélée. Alors j'ai accepté, en leur disant de venir à mon appartement. Ils sont arrivés ce soir-là, l'air mal à l'aise, presque nerveux. Maman serrait un papier plié dans sa main, et papa avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs.
Je ne les ai pas invités à entrer. Je ne les ai même pas salués. Je suis restée simplement là, en attendant. Maman s'est éclairci la gorge, regardant le papier. Max, on a les résultats, et, eh bien, il s'avère que tu avais raison. Tu n'es pas le père. J'ai ressenti une vague de soulagement si puissante que j'ai presque ri. Tout ce temps, j'avais su la vérité, et finalement, elle était aussi entre leurs mains. Mais en regardant leur visage, en voyant le regret dans leurs yeux, je n'ai ressenti aucune satisfaction, seulement une douleur creuse, comme si on m'avait volé quelque chose que je ne pourrais jamais récupérer. Papa a été le premier à parler. Fils, on a fait une erreur. On aurait dû te croire. Je l'ai regardé fixement, d'une voix froide. Une erreur? C'est comme ça que vous appelez ça? Vous m'avez tourné le dos. Vous vous êtes rangé du côté de Rachel, d'un mensonge, et vous m'avez fait passer pour le méchant. Une erreur ne couvre pas ça, papa. Maman a baissé les yeux, les larmes aux yeux. On essayait juste de faire ce qu'il fallait, Max. On pensait qu'on protégeait la famille. Vous avez mal pensé, l'ai-je interrompu. Vous avez si mal pensé que vous avez chassé votre propre fils à cause d'une rumeur. Et maintenant vous voulez qu'on vous pardonne parce que vous avez enfin des preuves? Ils se sont regardés l'un l'autre, comme s'ils espéraient que l'un d'eux dirait les bons mots. Finalement, maman a respiré tremblante. On est désolé, Max. On est vraiment désolé. On veut arranger ça. Je n'ai plus pu contenir ma colère. Arranger ça? Comment vous supposez arranger ça? Vous m'avez abandonné. Vous avez laissé tout le village penser que j'étais un irresponsable qui ne voulait pas assumer la responsabilité de son enfant. J'ai perdu des amis, le respect, et même mon travail a été compliqué à cause de cette rumeur. Tout ça parce que vous ne me croyez pas, papa a fait un pas en avant, essayant de me poser une main sur l'épaule, mais je l'ai repoussé. Max, on sait qu'on s'est trompé, fils. Mais tu dois comprendre qu'on pensait qu'on faisait ce qui était le mieux. Ce qui était le mieux? J'ai ri amèrement. Le mieux aurait été de faire confiance à votre fils. Le mieux aurait été de me soutenir au lieu de croire la parole de Rachel plutôt que la mienne. Ils avaient tous les deux l'air vaincus, et une partie de moi voulait avoir pitié d'eux. Mais après tout ce qui s'était passé, après tous ces mois de solitude et de colère, je ne pouvais pas les laisser s'en sortir comme ça. Max, a dit maman à voix basse, la voix entrecoupée, s'il te plaît, on veut être là pour toi. On veut arranger les choses entre nous. J'ai détourné le regard, le fixant sur un point du mur, incapable de la regarder dans les yeux. Il est trop tard. Vous auriez dû y penser quand vous m'avez renié, quand vous l'avez choisie elle plutôt que moi sans aucune preuve. J'avais besoin de vous à ce moment-là. Je n'ai pas besoin de vous maintenant. Le visage de papa s'est durci. Fils, on essaie de réparer les choses. Tu ne crois pas que tu pourrais au moins essayer de nous rencontrer à mi-chemin? Je l'ai regardé dans les yeux, sentant que ma patience s'épuisait. J'ai essayé, papa. J'ai essayé de vous dire la vérité, et vous avez refusé d'écouter. Vous m'avez fait sentir comme si je n'étais rien, comme si je ne valais même pas votre temps. Et maintenant vous voulez le pardon parce que la vérité vous arrange? Je les ai vus tous les deux reculer, leur visage montrant un mélange de culpabilité et de douleur. Je ne voulais pas leur faire de mal, mais ils devaient comprendre la profondeur de la douleur qu'ils avaient causée. Après un long silence, maman a parlé, d'un fil de voix. Alors c'est tout? C'est fini? J'ai respiré profondément, ressentant une étrange sensation de finalité. Oui, maman. Je crois que oui. Je ne peux pas continuer à faire semblant que rien de tout ça ne s'est passé. Vous m'avez fait du mal d'une manière que je ne peux pas simplement pardonner et oublier. J'en ai fini. Ils sont restés là, abasourdis, et j'ai pu voir qu'ils prenaient conscience de la réalité. Ils m'avaient perdu, aussi sûrement qu'ils m'avaient jeté des mois auparavant. Ils ont essayé de dire quelques autres choses, des supplications, des excuses, mais je n'écoutais plus. J'étais déjà en train de fermer la porte, les excluant de ma vie pour toujours. En fermant la porte à clé derrière eux, une étrange sensation de paix m'a envahi. J'avais enfin dit ce que j'avais besoin de dire. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti que je pouvais respirer à nouveau,
libres du poids de leur jugement et de leur trahison. La vérité avait été révélée, mais il était maintenant trop tard pour leurs excuses. Ils avaient pris leur décision, et maintenant j'avais pris la mienne. Après que le test de paternité ait été négatif, j'ai pensé que le cauchemar était enfin terminé. J'espérais que la vérité résoudrait tout, que je pourrais enfin laver mon nom et commencer à aller de l'avant. Mais Rachel n'avait pas fini avec moi. Loin de là. Pas même une semaine après l'arrivée des résultats, les rumeurs ont recommencé à tourbillonner. Cette fois, Rachel affirmait que le test avait été falsifié d'une manière ou d'une autre, que j'avais manipulé les résultats pour éviter mes responsabilités. C'était de la folie, mais elle racontait à quiconque voulait l'entendre que j'avais ourdi un plan élaboré pour éviter de payer la pension alimentaire. Je me sentais pris au piège dans un cauchemar sans fin, et quoi que je fasse, elle continuait à déformer le récit. Les choses ont empiré lorsque j'ai découvert que Rachel avait contacté mon ex, Lorraine. Lorraine et moi avions rompu il y a plus d'1 an, en bons termes, ou du moins c'est ce que je croyais. C'était le genre de personne qui ne se mêlait pas de drame, alors quand j'ai appris que Rachel l'avait contacté, j'étais stupéfait. Un soir, j'ai reçu un SMS de Lorraine. Son message était simple, mais les mots m'ont semblé être une gifle. « Salut Max, Rachel m'a raconté ce qui s'est passé. Est-il vrai que tu as essayé de falsifier un test de paternité ?» J'ai senti mon sang bouillir en lisant son message. Lorraine me remettait en question, pensant que je tomberais aussi bas. Je l'ai appelée immédiatement, décidée à éclaircir les choses. « Lorraine, je ne sais pas ce que Rachel t'a dit, mais j'ai besoin que tu écoutes ma version, » ai-je dit, essayant de garder la voix ferme. Elle a hésité avant de répondre, d'un ton prudent. Elle a dit que tu avais essayé d'éviter tes responsabilités, que tu échappes à la pension alimentaire. Je ne sais pas, Max, ça ne te ressemble pas, mais... Elle semblait tellement convaincue. J'ai respiré profondément, me forçant à garder mon calme. Lorraine, je n'ai rien fait de tout ça. Rachel ment. J'ai accepté un test de paternité dès qu'elle l'a finalement proposé, et il a été négatif. Je ne suis pas le père, et elle le sait. Il y a eu un silence de l'autre côté tandis que Lorraine traitait ce que je lui disais. Finalement, elle a parlé d'une voix plus douce. Je ne comprends pas pourquoi elle mentirait comme ça. Je veux dire, si elle a un bébé, pourquoi ferait-elle autant d'efforts pour te faire passer pour un méchant ? Honnêtement, Lorraine, je n'en ai aucune idée. Mais elle traîne mon nom dans la boue, et maintenant ma propre famille y participe aussi. Ils ne m'ont pas cru non plus, même après les résultats du test. Lorraine est restée silencieuse, et je me suis rendu compte qu'elle était en conflit. Je veux te croire, Max. Vraiment. Mais Rachel avait l'air si sincère, je ne sais pas quoi penser. C'est alors que j'ai réalisé les dégâts que Rachel avait causés. Même les gens qui me connaissaient depuis des années remettaient en question mon caractère à cause de ces mensonges. J'ai raccroché avec Lorraine en me sentant plus isolée que jamais. Ce n'était pas assez pour Rachel de ruiner mes relations avec mes amis et ma famille. Maintenant, elle essayait activement de détruire ma réputation. Au fil des jours, la campagne de diffamation de Rachel n'a fait que s'intensifier. Elle a répandu des rumeurs parmi des amis en commun, me dépeignant comme une sorte de manipulateur et d'irresponsable. Mon cercle social s'est divisé, certains amis refusant de prendre parti, d'autres m'évitant complètement, et quelques courageux qui me croyaient encore, mais qui se gardaient de s'impliquer trop. Et puis mes parents se sont de nouveau impliqués. Un après-midi, j'ai reçu un appel de mon cousin Derek. Lui et moi étions proches, mais nous n'avions pas beaucoup parlé depuis que tout ça avec Rachel avait commencé. Quand j'ai répondu, sa voix était tendue. « Max, mec, je ne sais pas ce qui se passe, mais je viens de parler au téléphone avec ta mère. Elle m'a dit que tu refuses de t'occuper de ton propre fils. » J'ai gémi, en me frottant les tempes avec frustration. « Derek, ce n'est pas vrai. Le test de paternité a été négatif. Je ne suis pas le père. » Mais Rachel répand des mensonges, et apparemment, mes parents les avalent. Derek a soupiré, clairement mal à l'aise. Ta mère semblait assez convaincue, Max. Elle disait que tu essayais d'éviter tes responsabilités et que ça apportait la honte à la famille. Elle l'a même dit à tante Carole et oncle Tom. Tout le monde en parle. Ma frustration s'est transformée en colère.
Mes parents allaient partout en disant à mes parents que j'étais une sorte d'irresponsable, même après que la vérité ait été révélée. Ils avaient vu les résultats du test, et pourtant, les voilà, agissant comme si les mensonges de Rachel avaient plus de poids qu'une preuve solide. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée quelques jours plus tard, lorsque mon superviseur, Paul, m'a appelé dans son bureau. Il semblait mal à l'aise, presque comme s'il ne voulait pas avoir cette conversation. « Max » a-t-il commencé, choisissant soigneusement ses mots, « j'ai reçu un appel de quelqu'un de ta famille. Il s'inquiète de certains problèmes personnels que tu traverses. Apparemment, il y a des rumeurs selon lesquelles tu évites la pension alimentaire. » Je l'ai regardé avec incrédulité. Mes parents étaient allés à mon travail, essayant de traîner mon nom dans la boue aussi dans ma vie professionnelle. Je sentais la colère m'envahir, mais je savais que je devais rester calme si je voulais sauver les apparences. « Paul, écoute, ai-je dit, essayant de garder la voix ferme, tout ça est un énorme malentendu. Une femme m'a accusé d'être le père de son enfant, mais le test de paternité a été négatif. Je ne suis pas le père. Ma famille est prise au piège du drame, mais il n'y a rien de vrai dans tout ça. » Paul a hoché la tête, semblant un peu soulagé. « Je te crois, Max. Tu es un bon employé, et je n'ai jamais eu aucune raison de douter de ton intégrité. Juste, fais attention. Je ne veux pas que ça affecte ton travail ici. » Je suis sorti de son bureau en me sentant humilié et furieux. Ma propre famille me sabotait à chaque pas, répandant les mensonges de Rachel à quiconque voulait les entendre. Il semblait qu'ils étaient déterminés à ruiner ma vie, peu importe les faits. Après tout ce que Rachel et mes parents m'avaient fait subir, je savais que je ne pouvais pas continuer à laisser passer ça. Les rumeurs, les mensonges, l'ingérence constante dans ma vie, j'avais l'impression de mener une bataille sur tous les fronts. Quand j'ai découvert qu'ils étaient allés voir mon patron, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai décidé que j'avais besoin de me protéger, même si cela signifiait prendre des mesures drastiques. Et ainsi, j'ai commencé à me renseigner sur la façon d'obtenir une ordonnance de non-communication. Je n'aurais jamais pensé être le genre de personne qui impliquerait des avocats ou des tribunaux, surtout contre mes propres parents. Mais ce n'était pas seulement un désaccord familial. Ils avaient franchi tellement de limites que cela ressemblait à une attaque totale contre ma vie. J'ai passé quelques jours à faire des recherches, à comprendre ce qu'impliquait une ordonnance de non-communication et quels motifs j'avais. Une fois que je me suis senti prêt, j'ai contacté une avocate. Elle s'appelait Sarah Mitchell, une avocate directe et censée ayant la réputation de gérer des affaires familiales complexes. Lorsque je suis entré dans son bureau et que je lui ai expliqué la situation, elle a écouté attentivement, sans m'interrompre une seule fois. Après que j'ai terminé, elle s'est penchée en arrière dans sa chaise, me regardant pensivement. « Max, je vais être honnête, ce n'est pas un cas typique. La plupart des ordonnances de non-communication sont émises pour des menaces physiques. Mais compte tenu du harcèlement et de l'impact que cela a eu sur votre vie personnelle et professionnelle, je pense que nous avons un argument solide. Êtes-vous prêt à ce que cela s'aggrave ? Déposer une ordonnance de non-communication contre vos parents aggravera probablement les choses avant qu'elles ne s'améliorent. » J'ai acquiescé, sachant qu'elle avait raison, mais aussi en sentant que je n'avais pas d'autre choix. Je ne pense pas pouvoir supporter ça plus longtemps, Sarah. Ils ont mis mon monde sens dessus-dessous, et je ne peux pas continuer à les laisser interférer dans ma vie. J'ai besoin de fixer des limites. Sarah a acquiescé, comprenant le sérieux de ma voix. D'accord. Nous allons de l'avant avec ça. Mais préparez-vous, il pourrait prendre des représailles. En quelques semaines, nous avons fait déposer les papiers. L'ordonnance de non-communication restreindrait légalement mes parents de me contacter directement ou indirectement, et de diffuser de fausses informations à mon sujet à qui que ce soit, y compris les amis, la famille et les collègues. Sarah m'a averti que cela pourrait prendre du temps à faire appliquer, mais le simple fait d'avoir ce document m'a enlevé un poids de l'esprit. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti que j'avais un certain contrôle sur la situation. Comme on pouvait s'y attendre, mes parents ne l'ont pas bien pris. Peu de temps après le dépôt de l'ordonnance de non-communication, j'ai reçu une notification par courrier. Mes parents me poursuivaient, pour détresse émotionnelle. Ils réclamaient une compensation pour la douleur et la souffrance,
que je leur avais causés en les ayant soi-disant abandonnés et en ayant endommagé leur réputation dans la communauté. Ils voulaient des dizaines de milliers de dollars. L'hypocrisie de tout cela m'a laissé sans voix. Ils avaient passé des mois à traîner mon nom dans la boue, et maintenant ils m'accusaient de nuire à leur réputation. Je suis allé directement voir Sarah avec la notification de la poursuite, à peine capable de contenir ma frustration. Ils peuvent vraiment s'en sortir? Ce sont eux qui m'ont harcelé. Sarah a examiné les documents, avec une expression sombre mais concentrée. C'est certainement inhabituel. Mais, malheureusement, dans les litiges familiaux, certaines personnes essaient tout pour se venger de l'autre partie. Ne vous inquiétez pas, Max. Nous allons nous assurer qu'ils ne vous prendront pas un sou. La date du procès a été fixée quelques mois plus tard. Ces mois ont été parmi les plus difficiles de ma vie. Partout où j'allais, j'avais l'impression que les gens me regardaient, chuchotant à propos du drame familial qui s'était étendu au système judiciaire. Bien que j'ai essayé de me concentrer sur le travail, le stress du procès à venir était un poids constant sur mes épaules. J'étais frustrée, en colère et épuisée, mais je savais que je devais aller jusqu'au bout. Je n'allais pas me laisser intimider pour me soumettre. Le jour de l'audience est enfin arrivé, et je suis entrée dans la salle d'audience avec un étrange mélange de peur et de détermination. Mes parents étaient là, assis en face de moi avec leur avocat, un homme âgé qui semblait ennuyé et indifférent. Ma mère m'a lancé un regard qui était un mélange tordu de tristesse et de colère, comme si elle pensait que je l'avais trahi d'une manière ou d'une autre en me défendant. Lorsque le juge est entré, tout le monde s'est tu. J'ai respiré profondément, me préparant à ce qui allait arriver. L'avocat de mes parents a commencé, exposant son cas de détresse émotionnelle. Il m'a peint comme un fils ingrat qui avait abandonné ses parents aimants sans raison, les laissant dans une turbulence émotionnelle. Il a affirmé qu'ils avaient été traumatisés par ma décision de prendre mes distances et que ma calomnie avait causé un préjudice irréparable à leur réputation. C'était surréaliste d'entendre cet inconnu parler de moi comme s'il me connaissait, comme s'il comprenait quelque chose de ce qui s'était passé. Il n'a pas mentionné les mensonges, les rumeurs, le harcèlement, rien de tout ça. Il a fait en sorte que cela ressemble comme si je m'étais soudainement retournée contre ma famille par pure méchanceté. Ensuite, c'est notre tour. Sarah s'est levée, sûre et sereine, et a exposé chaque détail de ce qui s'était passé. Elle a expliqué comment Rachel m'avait faussement accusé d'être le père de son enfant, comment mes parents avaient refusé de me croire malgré le test de paternité, comment ils avaient répandu des rumeurs et étaient même allés à mon lieu de travail pour nuire à ma réputation. Elle a détaillé les dommages psychologiques que leur harcèlement m'avait causés et comment je n'avais eu d'autre choix que de rechercher une protection juridique. Elle n'a pas mâché ses mots, et quand elle a terminé, il y avait une tension palpable dans la salle. Lorsque mes parents sont montés à la barre, ils semblaient sous le choc. Ma mère a essayé de garder son calme, mais j'ai pu voir que ses mains tremblaient en parlant. Elle s'est peinte elle-même comme la victime, affirmant que tout ce qu'ils voulaient, c'était protéger leur famille, et que j'avais mal interprété leurs intentions. Le juge a écouté patiemment, mais je me suis rendu compte qu'il ne la croyait pas. Mon père a essayé d'intervenir, disant qu'il n'avait contacté mon patron que par inquiétude, pour moi, mais même lui semblait mal à l'aise en essayant de défendre ses actions. Il s'accrochait à une paille, et tout le monde dans la salle pouvait le voir. Lorsque c'est mon tour de parler, je l'ai fait simplement. J'ai raconté au tribunal comment je m'étais sentie trahie par mes propres parents, comment cela avait affecté mes relations, mon travail et ma santé mentale. J'ai expliqué que tout ce que je voulais, c'était qu'on me laisse tranquille, qu'on lave mon nom et que je puisse vivre ma vie sans interférence. Pendant que je parlais, j'ai pu voir comment les expressions de mes parents changeaient, comme s'ils commençaient à réaliser la profondeur de la douleur qu'ils avaient causée. Après des heures de témoignage, le juge a finalement pris sa décision. Il a regardé directement mes parents pendant qu'il prononçait son verdict. Après avoir examiné les preuves et entendu les deux parties, je ne trouve aucun fondement aux demandes des demandeurs pour détresse émotionnelle. De plus, il est clair que leurs actions ont été préjudiciables et envahissantes, au point de nécessiter une ordonnance de non-communication. Par conséquent, je statue en faveur du défendeur et ordonne aux demandeurs de couvrir tous les frais juridiques associés à cette affaire. Les mots m'ont frappé comme une vague de soulagement.
La poursuite de mes parents avait été rejetée, et ils étaient tenus responsables des dommages qu'ils avaient causés. Il semblait sonner, ma mère se couvrant la bouche sous le choc tandis que mon père regardait le sol, évitant mon regard. En quittant la salle d'audience, ils se sont approchés de moi avec un air vaincu. Pendant un moment, j'ai pensé qu'ils essaieraient de s'excuser. Mais au lieu de cela, ma mère a chuchoté, « Comment as-tu pu nous faire ça ?» Je l'ai regardé, ressentant un étrange mélange de pitié et de colère. « Maman, vous vous êtes fait ça vous-même. Tout ce que je voulais, c'était que vous me laissiez tranquille, mais vous n'avez pas pu respecter ça. Maintenant, vous devez vivre avec les conséquences. » Sans dire un mot de plus, je me suis retournée et je suis partie, sentant qu'un poids m'était enlevé des épaules. Le cauchemar n'était pas tout à fait terminé, mais j'avais repris le contrôle de ma vie. Après que le tribunal ait rejeté la poursuite de mes parents et leur ait ordonné de couvrir mes frais juridiques, j'ai pensé que cela pourrait être la fin. Mais même après avoir perdu au procès, mes parents n'ont pas abandonné. Ils ne pouvaient pas accepter que je m'étais éloignée d'eux, que j'avais tracé une ligne qu'ils ne pouvaient pas franchir. Ils étaient déterminés à me ramener dans la famille, que je le veuille ou non. Quelques semaines après la décision du tribunal, j'ai commencé à recevoir des messages de membres de la famille, cousins, oncles, même certaines personnes que je n'avais pas vues depuis des années. Ils me contactaient avec des messages textes maladroitement rédigés sur « l'unité familiale » et « laissez le passé derrière ». Il ne m'a pas fallu longtemps pour me rendre compte que mes parents étaient derrière tout ça. Au début, j'ai ignoré la plupart des messages, espérant que tout se calmerait. Mais ensuite, ma tante Karen a appelé. Elle a toujours été une sorte de médiatrice familiale, le genre de personne qui essaie d'apaiser les conflits même lorsqu'ils sont irréparables. Lorsqu'elle a appelé, j'ai décidé de répondre, espérant arriver au fond de ce que mes parents tramaient cette fois. « Max, chérie, comment vas-tu ?» a-t-elle demandé, d'un ton chaleureux mais un peu trop anxieux. « Je vais bien, tante Karen », ai-je répondu, méfiant quant à l'endroit où cela allait mener. « Eh bien, je suis contente de l'entendre », a-t-elle dit, faisant une pause avant de continuer. « Écoute, je voulais te parler de la réunion de famille de ce week-end. Tes parents l'organisent. Ils espèrent beaucoup que tu viennes. C'est censé être une occasion pour faire la paix. » Leurs mots, pas les miens. J'ai senti un nœud dans l'estomac. Ils organisaient une réunion de famille sous le prétexte d'un « accord de paix », invitant toute la famille élargie, faisant probablement en sorte que ce soit moi qui refuse d'être raisonnable. Tante Karen, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je ne suis pas intéressée par un « accord de paix », surtout un accord qui n'est que pour les apparences. Elle a soupiré, clairement mal à l'aise. Max, je comprends que tu sois blessé, mais ce sont tes parents, et ils essaient de réparer les choses. J'ai laissé échapper un rire amer. Non, ils essaient de sauver les apparences. Ils n'ont fait que traîner mon nom dans la boue, et maintenant que les choses ne se sont pas déroulées comme ils le voulaient, ils veulent que je m'assoie dans une pièce pendant qu'ils jouent le rôle de « parent qui pardonne ». Je ne suis pas intéressée. Il y a eu une pause, et j'ai pu sentir qu'elle avait du mal à trouver les mots justes. Je sais que tu as beaucoup souffert, Max. Mais peut-être que ça t'aiderait de les écouter. Je les ai déjà écoutés, tante Karen. J'ai déjà essayé, et ça s'est terminé par le fait qu'ils me poursuivaient pour détresse émotionnelle. C'est fini les jeux. Après un long et inconfortable silence, elle a finalement cédé. D'accord, Max. Je voulais juste te prévenir. Ils ont dit à la famille que tu serais là, alors prépare-toi à quelque pression. Nous avons dit au revoir, et j'ai raccroché en ressentant un mélange de colère et d'épuisement. Je ne pouvais pas croire qu'ils essayaient d'utiliser toute notre famille pour me forcer à une réconciliation mise en scène. Cela m'a semblé être la trahison ultime, la preuve finale qu'ils se souciaient plus des apparences que de moi. Le jour de la supposée réunion de famille est arrivé, et je suis restée à la maison, évitant le téléphone. Je savais que les messages commenceraient à arriver dès que les gens se rendraient compte que je n'étais pas là. Effectivement, mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt avec des SMS et des appels manqués de membres de la famille, dont certains avec qui je n'avais pas parlé depuis des années. Ils étaient confus, déçus, et certains ont même essayé de me faire culpabiliser de refuser de faire la paix.
Mon cousin Derek, qui avait été compréhensif tout au long de cette odyssée, m'a envoyé un SMS pour me dire que toute la réunion ressemblait à une intervention mise en scène. Selon lui, mes parents avaient passé la plupart du temps à parler de la façon dont ils voulaient juste réunir la famille, et comment Max comprendrait un jour. Il était clair qu'ils avaient tissé toute une narration, se présentant comme les victimes de mon comportement implacable. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une lettre par courrier de ma mère. Elle était écrite à la main, ce qui m'a surpris. Mais le ton était exactement celui auquel je m'attendais, un mélange de culpabilisation et de langage manipulateur conçu pour me faire sentir que c'était moi qui avais tort. Dans la lettre, elle parlait de la façon dont la famille est tout, et comment il voulait juste que je raisonne. Elle a mentionné combien il me manquait, à quel point c'était douloureux d'être éloigné de leur propre fils et comment ils espéraient que je changerais d'avis. Tout était présenté d'une manière qui les faisait passer pour les victimes, comme si j'étais déraisonnable de vouloir fixer des limites après tout ce qu'ils m'avaient fait subir. En lisant cette lettre, j'ai ressenti une étrange sensation de finalité. Je me suis rendu compte que, quoi que je fasse, ils ne verraient jamais les choses de mon point de vue. Ils trouveraient toujours le moyen de déformer le récit, de se faire passer pour les victimes et de me peindre comme le fils ingrat qui les avait abandonnés. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que c'était terminé, pour toujours. Je n'allais pas continuer à attendre qu'ils changent ou qu'ils comprennent soudainement la douleur qu'ils avaient causée. J'avais besoin de me protéger, de fixer des limites et de les maintenir, même si cela signifiait les éloigner complètement de ma vie.